Parrainé par Pierre Sparaco, alors président de la section 5 de notre académie, Patrick Anspach est élu membre correspondant en 2010. Pierre ayant malheureusement disparu en 2015, c'est avec plaisir que j'ai accepté de vous présenter mon ami Patrick en tant que nouveau membre titulaire de notre académie. En effet, c'est lui qui avait proposé en 2004 ma candidature en tant que correspondant à Pierre Sparaco. 9 années ont passé depuis que Patrick est à la section d'histoire, lettres et arts. Ses activités professionnelles l'occupant plus qu'à plein temps, il faudra attendre jusqu'à cette année pour qu'il envisage enfin de briguer le titre de membre titulaire. Né à Bruxelles en 1953, Patrick passe sa prime enfance, d'abord quelques mois à Maastricht, le nom imprononçable par les Français, puis à Luxembourg, son père Armand étant représentant en escale de la compagnie aérienne nationale belge, la Sabena. Lorsque son père est nommé représentant au Luxembourg, il devient un passager fréquent du DC-3 pour des week-ends chez ses grands-parents à Bruxelles. L'aéroport de Luxembourg héberge à l'époque des unités de transport de la US Air Force Europe et le gamin savait déjà très vite prononcer Flying Boxcar Thunderjet. Né et élevé dans cette ambiance aviation, et bien que toujours très intéressé par cette discipline, il a une vocation journalistique, inspirée notamment par le héros belge de la bande dessinée, le journaliste reporter Tintin. Il entame des études de journalisme à l'Université libre de Bruxelles et est diplômé en 1977. Patrick débute sa carrière de journaliste professionnel dès 1975, donc pendant ses études, comme correspondant pour Europe 1. Il y couvre notamment le fameux contrat du siècle, la commande conjointe de chasseurs F-16 par 4 pays européens, dont la Belgique, conclue au Salon du Bourget en juin 1975. Il est alors approché par Roger Buscott, directeur de la revue aéronautique belge Aviastro, dont le rédacteur en chef est Pierre Sparaco. Suite au départ de Pierre vers Aviation Magazine, Patrick devient rapidement rédacteur en chef de la revue, titre qu'il assumera jusqu'en 1992. À l'issue de son service militaire, Patrick se lance comme journaliste indépendant, principalement aéronautique, et conserve toujours ce statut qui lui permet de garder une liberté d'expression et d'opinion appréciée. Le quotidien financier belge L'Écho lui confie en 1985 une rubrique aéronautique supposée être hebdomadaire pour une période de 6 mois. Il y est toujours, mais l'importance économique du secteur et le développement prodigieux de l'aviation font que cela devient très vite un travail à temps plein. Patrick rejoint en 1981 les rangs de l'Aviation Press Club, une association professionnelle de journalistes aéronautiques belges, créée au début des années 1970. Il en devient président et crée le prix Man of the Year il y a un peu plus de 30 ans. Patrick est sans conteste le chroniqueur aéronautique belge le plus respecté, grâce à son talent journalistique, son honnêteté intellectuelle et sa profonde connaissance et passion pour l'aviation. Son carnet d'adresses est un répertoire qui nous ferait tous pâlir d'envie. Il est plus que fidèle dans ses amitiés et fait du respect de la déontologie journalistique une de ses règles de vie. C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à mon ami Patrick en tant que membre titulaire et lui cède la parole, ce qui est très dangereux, car il parle bien, avec un humour percutant, et il n'a que 2 minutes pour se présenter. Merci. Deux minutes. Merci Guy pour ces belles paroles. Oui, c'est vrai que je suis tombé dans la marmite dès ma naissance et que je connaissais le nom des avions avant de savoir lire. Comme je dis toujours, il a dû m'en rester quelque chose. Avoir été élu correspondant en 2010 grâce à Pierre Sparaco, que j'avais connu en Belgique, était déjà un honneur, car si être reconnu comme spécialiste par des profanes peut paraître parfois usurpé, l'être par de véritables experts l'est nettement moins. Lorsqu'en plus les Français lisent un Belge, alors là, il faut vraiment qu'il ait fait quelque chose, quoi. Donc, Pierre en était persuadé, moi pas. J'ai dû rester hésiter longtemps avant de répondre oui à Sparaco, jusqu'au moment où j'ai vu qu'il était dans l'embarras.
C'était une question de quota de membres étrangers et comme je suis faible, j'ai répondu par l'affirmative en connaissant les impératifs de la civilité. Mais très vite, j'ai compris que si je ne trouvais pas d'excellents éléments de mon côté de la frontière, je risquais d'être titularisé, ce qui coûte plus cher. Et c'est ainsi que sont arrivés mes amis Guy et Michel Mandel, qui ont eu le bon goût de me dépasser, donc merci à eux. Et puis voilà, toujours cette histoire de quota, qui restait que moi, et me voilà. Mes confrères, la coutume est de dire ce que je compte faire pour vous. Eh bien, rien de plus que ce que j'ai déjà fait jusqu'ici dans mon domaine, à savoir faire connaître les travaux de l'Académie dans les médias pour lesquels je travaille et, si nécessaire, donner des conseils à ceux qui veulent approcher la presse internationale. Mais le plus important, et ce que je fais depuis 40 ans, c'est vulgariser l'aéronautique, le transport aérien en particulier. C'est déjà une lourde tâche, mais le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur veulent toujours des informations immédiates, en cas de crash par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, il faut expliquer pourquoi il faudra patienter et aussi se démarquer des lobbies qui diront c'est la faute de l'avion ou d'un système ou c'est la faute des pilotes mal formés. Je lutte souvent dans mes colonnes contre ces préjugés et je continuerai. Vous pouvez compter sur moi. J'appelle Franck Asbeck et son parrain. Mesdames, Messieurs, en préparant ce petit mot d'introduction, j'ai essayé de mieux connaître quelqu'un que je connaissais déjà bien et sans dévoiler sa date de naissance, j'ai réalisé que Franck était né à la fois l'année de la création de l'OTAN, l'année de la création du Conseil de l'Europe, l'année de la création de la République fédérale d'Allemagne, l'année de la création de la République démocratique allemande, mais aussi l'année de l'explosion de la première bombe atomique soviétique. Et voilà donc un ensemble de circonstances assez exceptionnelles qui ont marqué ses études et son activité professionnelle. Franck a d'abord fait des études en Allemagne en alliant les sciences dures, les sciences physiques, au droit international et aux sciences politiques, avant de poursuivre au Royaume-Uni pour se spécialiser dans l'étude des questions de défense. Sa carrière professionnelle a débuté à Londres lorsqu'il rejoint l'Institut international d'études stratégiques, où il se concentre sur l'utilisation de l'espace à des fins de défense et sur les questions de contrôle des armements. Après quelques années à ce poste, il rejoint le service de renseignement extérieur du gouvernement fédéral allemand, où il est en charge du contrôle des armements, de la prolifération des armes de destruction massive et des transferts illégaux de technologies entre l'Est et l'Ouest. Il poursuit naturellement ses fonctions très confidentielles au sein de l'ambassade de la République fédérale allemande à Bruxelles, avant de venir me rejoindre en Espagne comme directeur adjoint du centre satellitaire de l'Union de l'Europe occidentale à Madrid, pour m'aider à faire évoluer ce centre expérimental vers une dimension opérationnelle en charge du renseignement géospatial au profit des États membres et du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Nous avons passé 3 années passionnantes ensemble, entourés d'experts issus des 10 États membres de l'époque, à défricher un domaine encore nouveau pour beaucoup,
de spécialistes de la défense et surtout de décideurs politiques européens. Nous avons aussi échangé sur nos expériences personnelles au sujet des tentatives de coopération franco-allemande en matière d'observation spatiale, et certaines de ces informations restent encore très confidentielles, mais le jour où elles seront rendues publiques, je pense que ça surprendra beaucoup de monde. Après avoir contribué au transfert de ce centre expérimental de l'UEO vers l'Union européenne, Franck retourne à Bruxelles pour diriger la nouvelle entité en charge de la sécurité créée au sein de la Commission européenne. En 2005, il revient à Torreón, mais cette fois-ci pour prendre la fonction de directeur du centre satellitaire de l'Union européenne et ainsi donner une nouvelle impulsion à cette entité innovante dont l'Europe pourrait être très fière. À compter de janvier 2010, il a été le conseiller principal en charge de la politique de sécurité au sein de la DG Rolex, avant qu'il ne poursuive son action au sein du Service européen pour l'action extérieure. Il est alors en charge des questions de cybersécurité européenne en général, avant de se concentrer sur la politique spatiale de sécurité, vue à la fois sous l'angle opérationnel, au travers des programmes Galileo, Copernicus et du centre satellitaire, mais aussi sous l'angle diplomatique, notamment l'élaboration des missions européennes de transparence et de confiance. Franck a pris sa première retraite officielle en novembre 2014, mais il a poursuivi son rôle de conseiller auprès du Service européen pour l'action extérieure, notamment sur les questions de politique spatiale européenne de sécurité dans l'espace. C'est dire à quel point M. Franck Asbeck, grâce à sa palette très complète et très rare d'expériences dans le domaine spatial européen, pourra contribuer de façon très utile, comme il le fait déjà dans sa position de membre correspondant. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il s'est investi déjà énormément, qu'il a été très vite jugé apte pour devenir officiellement un membre titulaire de notre Académie. Et son nouveau statut est donc tout à fait justifié et j'ai un immense plaisir à lui souhaiter la bienvenue dans notre belle Académie. Madame la Présidente, chers membres, chers amis et collègues, permettez-moi de dire quelques mots en anglais, s'il vous plaît. For me, this is a very moving moment today where I am admitted by your decision to the circle of the members of your Academy. I'm very much looking forward to continue cooperating in your environment together with you in mutual trusting exchange on matters which are of our common concern and interest. Also, of course, I'm looking very much forward in taking this opportunity to learn to know more of you in the years to come in the way of our cooperation. Space technology and space policy were at the beginning of my professional career, as Bernard Moulin has already outlined, when after my studies of physics, I started to work on the role of military space and its influence on strategic stability. And the military and security use of outer space has been a recurring theme throughout my professional career since. I'm very grateful to Bernard Moulin because much of my experience I owe to him, because on whose side I had the privilege to spend 3 years at the Satellite Center of the Western European Union at the time, were extremely beneficial for me and the progress of my awareness of these issues. I was therefore deeply grateful and delighted when he opened for me the way to the Académie de l'Air et de l'Espace by proposing me as a corresponding member. For me, the development of a positive future is indispensably linked
to the promotion of knowledge and science, which is the key motive, the key element of the activity of this academy. And therefore, it is a privilege to be able to try to make a contribution within the limits of my possibilities to the work that the Academy will be doing in future. And I'm looking forward very much to doing so together with you. The Académie de l'Air et de l'Espace is one of the most prestigious and internationally recognized institutions in its field worldwide. Being a member is a distinction and a great honor. Thank you, therefore, dear members, for your expression of confidence in myself by electing me to your circle. Merci beaucoup. Alain Cassier, son parrain. Bien, j'ai le privilège d'accueillir Alain Cassier. Alain Cassier est un baby-boomer. C'est la nouvelle terminologie pour ne pas dévoiler les dates exactes, mais vous connaîtrez la période. Il est né à Nevers. Il est diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en 1970 et détient un Master of Science in Aerospace and Mechanical Science de la prestigieuse Université de Princeton. Il a commencé ses activités d'ingénieur et je vais dire qu'il a utilisé son métier d'ingénieur jusqu'au bout. Il a commencé par le plus difficile. De 1970 à 1979, il a été ingénieur de recherche en aéroélasticité et aérodynamique pour les hélicoptères d'aérospatiale. Vous reconnaîtrez que ces deux thèmes ne sont pas les plus faciles pour débuter dans une carrière. Il a été remarqué par ses qualités et dès 1979, il est nommé chef des avant-projets aérospatial et hélicoptères. Bien sûr, après avoir touché ces matières de fond, on peut lui confier une vision globale et le comportement des appareils. À partir de 1983, il prend des rôles à ce moment-là plus managériaux. Il devient ingénieur en chef de l'hélicoptère Dauphin, à l'aérospatial hélicoptère. En 1986, il devient directeur du programme Super Puma, à l'aérospatial hélicoptère. Directeur de programme, c'est pas très bien ça pour un ingénieur. Bon, nous reviendrons. En 1989, il devient vice-président d'AHC, vous savez, la filiale donc à Grand Prairie du Texas. En 1992, il revient à ce moment-là pour embrasser un métier technique, directeur technique d'Eurocopter Tigre à Munich. En 1994, il devient président d'Eurocopter de Tigre à Munich. En 1997, il devient, donc en tant qu'SVP, directeur de la recherche et développement d'Eurocopter. Là, il englobe l'ensemble donc, des développements et de la technique. Voilà donc 30 ans passés dans les hélicoptères. Donc il a fait le tour et des opportunités se présentent. Il se dit, il faut que je change de ma zone de confort et donc je vais essayer d'aller voir ailleurs. C'est à ce moment-là que se présente une opportunité importante pour nous tous, qui est la position d'ingénieur en chef du programme A400M, car nous avions besoin d'un ingénieur de haute qualité pour développer ce programme difficile. Il devient donc cet ingénieur en chef, et poste qu'il occupe pendant 10 ans, jusqu'à la certification civile, je pourrais dire, de cet avion. Et puis, en 2011,
on lui propose le poste de directeur de programme de l'A350 1000, qui est un grand dérivé, comme vous le savez, et qui est donc le point d'orgue pour le moment de cette famille, et qu'il mène à bien. En 2014, c'est le départ à la retraite, mais bien sûr, on ne va pas se reposer quand on est Alain Cassier. Il ouvre sa société de consultation, SAS Bayonne Conseil. Il devient ingénieur en chef de l'IFAN 2 d'Airbus. Et puis, compte tenu de l'évolution de ce programme, en 2017, en tant que consultant, il devient directeur technique de la société Flying Whales, qui fait des drôles d'appareils avec des grosses masses, des gros volumes, pour essayer de voler dans tous les temps. Et là, tu pourras en parler plus tard. Alors, ce que je voudrais dire en résumé, c'est que Alain Cassier est un homme très flexible. Il a utilisé son métier d'ingénieur et ses connaissances jusqu'au bout. Il a consacré 30 ans de sa vie professionnelle aux hélicoptères. Il a occupé des postes importants et variés. Et puis, il a décidé de quitter sa zone de confort en acceptant le challenge de venir vers les avions et pour développer un avion très difficile qui est l'A400M, puisque la somme des spécifications du CORAC a mené des challenges très importants. Et je dois rajouter à ça que le partage imposé des responsabilités nationales n'a pas facilité la tâche. Il s'en est très bien sorti. Il a réussi à faire un appareil qui vole très bien et qui donne de grands services. Nous en avons eu des témoignages au cours de différentes présentations par des opérateurs militaires. Et enfin, donc la direction de programme de la 350 000 qui lui a été confiée avec succès. Donc Alain est un ingénieur très capable, reconnu par ses pairs, tant dans les domaines des hélicoptères que celui des avions. Sa progression professionnelle en témoigne, si bien qu'après son départ à la retraite, il a été sollicité. Alain est resté en excellente relation avec ses successeurs, ce qui permet à l'Académie d'obtenir des informations fraîches sur les évolutions des produits en cours et en projet, ainsi que sur les métiers qu'il a pratiqués, tant au niveau des hélicoptères que des avions. Sa contribution à la rédaction du dossier numéro 44 de l'Académie, le transport de passagers par appareil à voilure tournante à l'horizon 2050, a été primordial sur la vision futuriste des appareils à voilure tournante. Nous sommes très heureux, Alain, de t'accueillir parmi nous, en formulant simplement le vœu que tu puisses un jour et bientôt nous consacrer un peu plus de temps pour suivre nos activités. Merci Alain pour cette description extrêmement favorable de ma carrière et du fait, il ne me reste plus grand-chose à dire, je vais simplement faire des petits commentaires. C'est vrai que j'ai commencé dans la recherche théorique et à l'époque, je dois dire que c'était une activité un peu frustrante dans les hélicoptères parce qu'on était extrêmement limité par les moyens de calcul. Bon, la théorie, les équations de Navier-Stokes en un stationnaire, tout le monde connaît ça. Le problème, c'est de les résoudre et les calculateurs de l'époque ne permettaient pas de le faire dans de bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que j'ai été très heureux de pouvoir rapidement transiter vers des activités de conception générale d'avions et développement. Et je dois dire que l'activité que j'ai eue dans le domaine de la recherche m'a cependant énormément servi dans cette activité et qu'elle continue à me servir encore, ce qui est assez curieux, parce que finalement, quand on approfondit ces bases de connaissances théoriques, mais également appliquées aux problèmes pratiques de tous les jours, eh bien, on en tire une expérience, une capacité à extrapoler et à disons, juger rapidement de problèmes complexes qui est très utile. Quand je regarde effectivement toute l'activité que j'ai eue, et bien que de temps en temps j'ai eu des frustrations comme tout le monde, je suis obligé de reconnaître que j'ai eu un parcours intéressant et aussi beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que je me suis trouvé à une époque
où il y a eu beaucoup de nouveaux programmes lancés, et pas des moindres. Par exemple, le Tigre, évidemment, auquel j'ai beaucoup contribué, le NH90, auquel j'ai contribué en tant que directeur technique d'Eurocopter, et par la suite, l'A400M et le 350. L'A400M, j'aurais tendance à dire que c'est le programme le plus compliqué dont j'ai eu à m'occuper. Et la complexité était à la fois sur le plan technique, évidemment, compte tenu des performances qui étaient demandées et attendues pour cet avion, mais également à cause du contexte extrêmement difficile, les difficultés budgétaires qui ont été rencontrées. Comme l'a dit Alain, j'ai continué à œuvrer, j'ai commencé à œuvrer avec l'association, l'Académie, déjà il y a quelques années, et j'ai contribué à ce rapport sur le transport de passagers par voilure tournante, et évidemment je suis tout à fait désireux de continuer à coopérer, à travailler avec l'Académie, en particulier donc dans la commission aéronautique civile, bien que, comme vous l'avez vu, j'ai fait pratiquement autant de développement militaire que de développement civil. Donc voilà, je suis très heureux de vous rejoindre. Merci beaucoup. J'appelle Lionel de la Sayette et son parrain. Nous accueillons aujourd'hui Lionel de la Sayette en tant que membre de l'Académie. Dès sa sortie de Super-Héros de la promotion 79, Lionel intègre directement Dassault Aviation à la division système d'armes où il participe à l'intégration du missile ASMP au Mirage 4. Il est ensuite rapidement nommé responsable du système de navigation et d'attaque du Mirage 2000N. En 1987, Lionel me rejoint sur le programme Rafale et dirige le groupe industriel système du Rafale. Il prépare les essais en vol des prototypes et assure la négociation technique du marché des Rafales marines de série. En 1993, il devient responsable technique du programme Rafale, puis en 1996, directeur technique adjoint chargé des programmes d'avions militaires et d'avions civils, c'est-à-dire d'avions d'affaires Falcon. En 1998, il est nommé directeur général technique, responsable de 1200 ingénieurs et cadres pour l'ensemble des bureaux d'études, plateformes et systèmes civils et militaires. Pendant cette période, il co-dirige le Board Advisory Committee de la joint venture avec BAE Systems, installé à Wharton, en Angleterre, et Dassault Aviation. De 2011 à 2017, il est président du conseil d'administration de l'ISAE, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. En 2013, il est nommé directeur général, haut conseiller technique du PDG, chargé notamment du pilotage industriel de la chaire Défense et aérospatiale au sein de la Fondation Bordeaux Université et du programme Horizon qui structure les relations entre Dassault et tous ses partenaires académiques en France et à l'international. Lionel est membre du Supervisory Board, merci, je ne suis pas très fort en anglais moi, de l'ECATA, l'European Consortium for Advanced Training in Aeronautics, et du comité de pilotage de l'Université du transport aérien. Il est lauréat du prix des ingénieurs de la région Midi-Pyrénées en 1979, médaillé Horus ASMP par la DGA en 1988 et lauréat du prix aéronautique de la 3AF en 1997.
lauréat de la médaille d'or des ingénieurs et scientifiques de France en 2014, chevalier de la Légion d'honneur 2005 et officier de l'Ordre national du mérite en 2014. Lionel est membre correspondant de l'Académie depuis 2015. Il participe déjà aux entretiens de Toulouse comme participant et relecteur modérateur, ainsi qu'au groupe de travail sur la formation professionnelle mené au sein de la commission éducation-formation. Ingénieur compétent sur tous les métiers techniques de l'aéronautique, bénéficiant d'une grande expérience dans la coopération européenne et spécialiste des ressources humaines, nous comptons sur lui pour apporter des idées innovantes au sein de notre Académie dans l'adaptation des acteurs aéronautiques et de l'espace face aux futures ruptures technologiques. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette présentation chaleureuse. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers confrères, dear friends, un flashback en septembre 1976. En route pour Supaéro, je m'arrête ici, sur la place du Capitole. Impossible d'aller plus loin, je suis fasciné par ce magnifique édifice. Quelques années plus tard, 25 années plus tard, en 2011, je retourne à Toulouse, Jean-Claude vous l'a dit, pour présider pour la première fois le conseil d'administration de l'ISAE Supaéro. Ouverture de domaine. Mais j'ai en fait 3 objectifs principaux qui préfigurent mon engagement dans l'Académie. Refonte du cursus ingénieur, après la fusion Supaéro-NSICA, ouverture internationale, démarrage de l'entrepreneuriat. De ce fait, formation, recherche et innovation constituent mon nouveau credo. Et un petit peu plus tard, le Cercle Doc me demande de présenter ici l'avenir de Supaéro. Comme en 1976, je n'arrive plus à repartir. Cette salle est envoûtante. Elle parle à chacune et chacun. Elle fait vibrer votre voix intérieure. Tout en face, là-bas, ce sont des souvenirs de noces familiales qui sont à jamais incrustés dans ma mémoire. Tout près de nous, des tableaux et sculptures, vous les avez vus, vous les admirez, illustrent l'histoire militaire de Toulouse. Le tableau numéro 1 derrière moi, derrière vous, derrière l'écran, c'est l'entrée du pape Urbain II à Toulouse. Permettez-moi de le relire différemment. Pape, cardinaux et évêques de l'aéronautique et de l'espace, grands prêtres académiques des équations et dompteurs de l'incertitude, se retrouvent en ces lieux magiques chaque année en novembre pour accueillir de nouveaux chevaliers et récompenser les projets les plus méritants. Tableau numéro 2 à ma gauche. La fontaine de Jouvence. Cette source d'eau vive garantit le MCO, maintien en condition optimale des académiciennes et des académiciens. Elle irrigue leur passion toujours renouvelée, filant avec élégance sur des courbes voluptueuses et hydrodynamiques. Tableau numéro 3. La loi, la justice, la vérité. Nos lignes de force sont inscrites dans ce tableau et font écho pour l'éternité aux lois de la physique, à l'écoute avec justice et au respect absolu de la vérité technique, du min au max, représenté par la femme légèrement drapée. Je m'arrête ici sur cet aspect allégorique. Madame la Présidente, ce bref parcours rend hommage aux valeurs de l'Académie et je les partage pleinement. Passion, vision, vérité et agilité. J'y ajoute la convivialité, celle du vrai partage scientifique et du partage en équipe des émotions, celle de la joie d'être ici ensemble avec nos parrains, en ce qui me concerne Jean-Claude, référent et vrai ami de très longue date, et nos marraines, s'il y avait aussi des marraines,
pour célébrer la transformation si importante de membres correspondants à membres titulaires. Je vous remercie bien sincèrement pour votre accueil en section 2 et dans la commission éducation-formation. Et je vous dis sincèrement toute ma fierté d'être l'un des vôtres. Vous pouvez en particulier compter sur mon engagement sur 3 thèmes. Progression, éducation et formation, bien entendu. Implication forte dans les cordées de la réussite. Synergie entre équipes qui se sont parfois, disons, épanouies séparément les unes des autres, et plus particulièrement de super-héros à l'ENAC, du FCAS au spatial, du Future Combat Air System au spatial. Chers confrères, notre Académie agira toujours comme fédérateur d'une exceptionnelle collection de talents et de compétences. Je suis heureux d'y être pleinement associé et je vous remercie. Bien, maintenant j'appelle Monsieur Olivier de l'Étoile et son parrain. Bonsoir à tous. Pas évident de passer après un discours de cette nature. Je crois que peut-être qu'on reprendra Lionel de La Sayette dans d'autres circonstances, car de temps en temps, on a besoin de dynamisme. Chers confrères, chères consoeurs, il me revient le plaisir d'accueillir un ami, Olivier de l'Étoile. Qui est Olivier de l'Étoile ? Avant tout un grand professionnel de l'aéronautique, je dirais, et de l'aviation d'affaires. Expert financier, spécialiste du commerce international, et plus généralement de tout ce qui touche aux relations internationales et au monde arabe en particulier. Je ne vais pas relater l'ensemble des étapes de sa carrière qui est riche. Je voudrais juste dire qu'avant de rentrer et d'avoir une carrière brillante chez Dassault Aviation en 1971, il a été recruté par Thomson CSF à la direction internationale avec des responsabilités sur le Moyen-Orient. Et il participera à cette époque à la création d'une société de commerce destinée à valoriser les achats internationaux. Et c'est donc en 1984 qu'il rejoint Dassault Aviation. À cette époque, l'avionneur cherchait un représentant à Bagdad. Et il faut bien reconnaître qu'il faut un certain courage pour s'expatrier. Il fallait à cette époque en particulier un courage pour s'expatrier en Irak et à cette période. Hugues de l'Étoile, non pas Olivier, mais Hugues, le brillant cousin d'Olivier, ou Olivier, le brillant cousin d'Hugues, était directeur général international et propose à Marcel Dassault d'y envoyer son cousin en Irak, dont il connaissait la vocation internationale, l'expertise financière et la connaissance du monde arabe et de l'Irak. Cette mission périlleuse a marqué Olivier à jamais. Je pense qu'il en parle très souvent. Et il en parlera certainement beaucoup mieux lui-même que quiconque, et je le laisserai donc le faire, soit aujourd'hui, soit à d'autres occasions. Il connaîtra également d'autres expatriations lointaines en Australie et en Afrique du Sud. Cette expérience irremplaçable du commerce international vaudra à Olivier de l'Étoile d'être nommé conseiller du commerce extérieur de la France dès 1985, puis vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. En 1997, il est adjoint au directeur général des avions civils de Dassault Aviation. Il anime le syndicat professionnel de l'aviation d'affaires, EBA France, en devient le président, contribue à la création du Salon européen de l'aviation d'affaires de Genève, que beaucoup sans doute connaissent, et crée en 2005 le syndicat européen
des constructeurs d'avions de l'aviation générale, qui s'appelle IGAMA. C'est au cours de cette période que nous nous sommes rencontrés pour la première fois et avons travaillé ensemble à un programme de redynamisation de l'aéroport du Bourget, première plateforme européenne d'aviation d'affaires. Cela fut mis en œuvre assez bien, de façon assez complète, avec l'appui d'Aéroports de Paris et du président d'Aéroports de Paris à l'époque, Yves Cousquer, et du maire du Bourget, Vincent Capot-Canelas, aujourd'hui sénateur. Olivier a été administrateur de l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense pendant 17 ans, des arts et métiers, Paris Tech et de l'école polytechnique féminine. Il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et du Conseil supérieur de l'aviation civile. Depuis 2009, c'est un retraité que je qualifierais de très actif, président d'honneur de BA France, toujours très impliqué dans le monde de l'aviation d'affaires, proche des élus locaux et des PME et conseiller de diverses administrations. Olivier de l'Étoile est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, titulaire de la médaille de l'aéronautique et officier des Palmes académiques. Il est marié avec Marie-France et ils ont 3 enfants. Depuis 2007, Olivier est membre correspondant de l'Académie à la section 4, dont il assure le secrétariat. Son investissement personnel dans ses fonctions a été immédiat et très intense. C'est assez rare, il faut le souligner. Nous l'accueillons donc comme membre titulaire de l'Académie, toujours à la section 4, avec un très grand plaisir. Quel accueil! Quel accueil! Juste un mot, Lionel, de la Sayette. Tu ne l'as pas dit, et je suis content de le dire, que nous avons monté avec l'aviation civile une formation des cadres de 40 ans qui ont du gros potentiel. Et si tu n'avais pas été là, nous ne l'aurions pas réussi là où c'est aujourd'hui. Et ça s'appelle d'ailleurs, curieusement, avec la permission des anciens dirigeants, ça s'appelle UTA, l'Université du transport aérien. Voilà, c'était un petit salut à mon collègue Lionel. Merci, Madame la Présidente. Merci de m'honorer infiniment en me recevant dans votre académie avec un processus relativement rapide que je dois, je pense, à la connivence entre Michel et Madame la Présidente. Merci, Michel. Merci, mon cher parrain. Je n'oublierai jamais notre déjeuner à la Muette il y a quelques années où tu m'as dit « Mais comment se fait-il que tu ne sois pas à l'Académie ?» Je lui ai dit « Mais enfin, je ne vois pas ce que tu ferais. » Bon, bref. Merci, Michel. Et je salue l'homme, tu l'as dit à l'instant, et j'insiste beaucoup, mesdames et messieurs, la rencontre avec Michel se fait de façon tout à fait incroyable à la FNAM, dont un des anciens secrétaires généraux est dans la salle. Je croise Michel Wackenaï, je me dis cet homme a du potentiel, c'est un homme formidable. Je l'invite au 1500e Falcon à Bordeaux, sous la pluie. Alain Juppé veut pas saluer charge d'assaut, enfin dans un souk pas possible que vous imaginez. J'ai 10 minutes avec Michel dans un hangar où on avait très froid. Et je lui dis, on ne peut pas laisser le Bourget comme ça. Et grâce à toi, le Bourget a un destin. On ne savait pas à l'époque que c'était la première plateforme d'Europe d'aviation d'affaires, on n'avait pas les statistiques. Et on en a fait quelque chose de modélisant. Et je le dis d'autant plus à Toulouse que le modèle, le Bourget, en ville ou proche de la ville, a été transposé à Toulouse grâce au sénateur dont tu as parlé, Vincent Capot-Canelas, ancien maire du Bourget et sénateur maintenant de la Seine-Saint-Denis, qui m'a proposé un jour de venir convaincre les Toulousains que la base de Francazal, qui avait un avenir incertain, pouvait devenir une plateforme d'aviation d'affaires pour la grande conurbation toulousaine, ce qui, à mon avis, était une très bonne idée. Déjà secrétaire de la section 4, je me considère comme impliqué dans la vie de l'Académie. Je n'avais pas d'ailleurs évalué la charge de travail que ça représente. Merci de m'avoir proposé ce poste. Et auprès de Michel Brafman, j'y ai beaucoup de plaisir et beaucoup de plaisir aussi à travailler avec vous tous, qui êtes dans la salle et que j'apprécie infiniment. Nous vivons des sujets très passionnants
sur l'avenir du trafic, du contrôle du trafic aérien, par exemple. Est-ce qu'on va polluer encore davantage? Enfin, vous voyez, des sujets qui vraiment sont de grande importance. Je voudrais terminer en disant que je suis ni pilote ni ingénieur. Curieusement, qu'est-ce que je fais dans cette assemblée? Eh bien, je crois que je peux vous apporter une vie internationale. Enfant, j'ai passé 13 ans à l'étranger. Et pour votre information, c'est amusant de le dire ici à Toulouse, la première ville que j'ai connue, je l'ai connue à 13 ans, c'était Toulouse. Voilà, donc c'est amusant pour moi et émouvant de saluer cette ville où j'ai débarqué de l'Afrique du Nord après avoir vécu en Autriche dans les armées bétoires. Pour ceux qui ont de la mémoire, les Français avaient occupé le Tyrol et l'avaient gardé jusqu'en 52 à peu près, ou 53. Voilà, j'apporte donc une connaissance internationale vécue enfant et vécue dans ma vie professionnelle, puisque j'ai passé de très longues années à l'étranger, curieusement dans un pays extrêmement difficile, qui est l'Irak. J'y reviendrai probablement un jour plus longuement. Mais j'ai vécu aussi des choses fortes en Australie, puisque j'ai été foutu à la porte d'Australie. Monsieur Chirac avait fait péter les bombes nucléaires, que vous savez, 95, et je dînais ce soir-là avec mon épouse, avec l'ambassadeur et sa femme, qui a été rappelé à Paris, comme ceux qui le savent se rappellent. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Et enfin, j'ai terminé ces expatriations successives dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, je me rappelle encore, j'ai été voir l'ambassadeur au bout de 2 ans et je lui ai dit: Monsieur l'ambassadeur, vous ne vendrez pas d'Airbus, vous ne vendrez pas d'ATR. Les Sud-Africains nous détestent tellement on leur avait menti dans les années dont vous vous rappelez, du temps de certains présidents de la République qui sont, pour l'un d'entre eux, au moins disparus. Voilà. Je voudrais simplement terminer en disant que n'oublions pas l'Europe. Notre académie est européenne. J'estime que dans les 20 dernières années, et Guy Wiesler peut en attester, je me suis investi profondément en Europe, que je connais bien, que nous connaissons bien, et nous pouvons apporter, notamment dans la formation des futurs cadres de l'aéronautique, ceux dont on s'occupe à UTA, une ouverture d'esprit sur ce qui se passe à Bruxelles et qui a beaucoup d'importance. Je vous remercie. Appeler maintenant Axel Fled et son parrain. Mesdames et Messieurs, chers sœurs et confrères, it's a pleasure for me to tell you a bit about Axel Fleig. Axel became correspondent of our Academy in June 2016, and in spite of his demanding role in a leading position in Airbus that he still has, he contributed already to the life of our Academy immediately, and as an example, he became involved in the work aimed at an AV for the Academy. He has thus now been promoted fellow of our Academy, and since his retirement will come very soon, within a few weeks, I am very confident that he will even give a greater contribution to Academy's life than before. Axel was born in May 1956, and in 1980 he obtained a diploma at the Aeronautical Engineering at the Technical College of Aachen in Germany. And throughout his professional life, he was involved in the design and testing of civil transport aircraft, starting his career at that time at the VFW Fokker as a specialist for flight mechanics within the A300
and A310 programs. And in the following decades, as a senior specialist for low-speed aerodynamics, flight test support, and project manager for the German High Lift Research and Technology Program. Before moving into a responsible position within Airbus, the Airbus Integrated Company, when it became the company in the Integrated Company in 2001, Axel Flaig was in charge of the aerodynamic data department at Airbus in Bremen. His career with the new integrated company started in 2001 as head of the wind tunnel testing domain, and this was followed as the head of aerodynamics, and finally leading the Flight Physics Center of Competence as my successor. After having been responsible for one of the most important disciplines within Airbus engineering for half a decade, in 2014, Axel Flaig was made responsible for the central research and technology in support of all Airbus divisions. Axel contributed much over a long period of time to the creation of a truly transnational Airbus engineering organization, not at least by serving as a flight physics site coordinator and engineering senior site representative in Germany, in addition to his functional roles. He has published numerous articles and gave several dozen lectures during his professional life, and was a member of a large number of organizations within Germany and throughout Europe. In honoring his contribution to the successful creation of a truly transnational company in Airbus, and especially to the Franco-German integration, he was decorated in 2018 with the Chevalier de la Légion d'honneur. Axel Flaig enjoys living with his family in the south of France and will continue to do so, as he told me, even after his retirement. So he can surely contribute a lot to the life of our Academy. We welcome Axel Flaig as member in our Academy. Madame la Présidente, chers consoeurs, chers confrères, je suis très honoré et très heureux de mon sélection comme le membre de cette académie. I better switch in English now. Thank you very much, Jürgen, for your nice description of my career. I think there's not much to add. So give me the chance to say a few words about myself. So I was grown up in northern Germany, very close to the airport of Braunschweig, which is an airport with a long history in aviation and particular aviation research. As long as I can remember from my childhood, so I was seeing aircrafts flying over our house and got very much attracted by those, being it gliders, helicopters, or at that time, the first generation of very business and noisy business jets. With time, then my passion grew for everything that flew, and the willingness to get involved. A few years later, when I was 14, I joined the glider club, so getting involved, starting flying, and spent much of my free time around the airport. At that time, what we learned only later, Jürgen and myself might have crossed our ways several times, because at that time, Jürgen was one of the leading forces in the academic flying group in Braunschweig. So then at the same time, in the early 1970s, I got very much interested in following up the different aircraft programs in Germany from MBB, BFW, and Dornier, and even more what's going on at the European scale when looking at the Concorde program, the Tornado, and last but not least, the A300. In particular, Airbus and the A300 was attracting me because it was a bold move to bring such an aircraft. It was a lot of technology, and it was a multinational program. So it was like a magnet to me, and I wanted to join as soon as possible. So therefore, I did a quick study, and then luckily early 1980, then I could join VFW Fokker, but from the first day was working on Airbus programs. And that time, I remember on my first day, I had to perform a wind tunnel analysis of one of the future project studies on an A340 type of aircraft with a canard on the front of the fuselage.
So many years later, nearly 40 years later, I can say I'm very grateful for the opportunity I've had in Airbus to be part of this incredible successful journey. During that time, we have developed one aircraft after the other, and seeing the aircraft still flying, the A330, the A320, successful as no other aircraft in the world, and the A380 being the best one I think we have ever done, and then now the A350. So I think it's really fantastic to be part of such a journey. For me, and like many of my passionate colleagues, it's like a dream. Yes, sometimes the problems are keeping us awake at night, but finally I think it is a fantastic thing. And I really hope that the future of Airbus will continue like the past, and we will maintain our speed and our direction and be the number one in the world. So being so grateful, I think now it's time for me at the end of my career to give something back to Airbus, to our industry, and to younger generations of engineers and researchers. Being a member of the DGLR and now of this fabulous academy, I think there are plenty of opportunities I can contribute in the activities of the both organizations, with my experience in flight physics, aircraft design, and aeronautic research and technology. So like Jürgen and others, what I want to do is as well to take care and promote and support the collaboration between the two organizations, because I'm strongly believing that working together makes us stronger, and then the impact we can achieve for the benefit of our métier will be higher. So finally, je vous remercie très sincèrement pour votre confiance et pour votre accueil de cette académie. Merci beaucoup. Maintenant j'appelle Wolfgang Engler et son parrain. Il y a des cumulards. Essayez. Alors, je suis heureux d'accueillir Wolfgang Engler. Wolfgang Engler est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Düsseldorf et diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Francfort. Wolfgang a passé quasiment toute sa carrière sur les produits Airbus. Il en a vécu tous les développements jusqu'au moment de son départ à la retraite. Je vais vous les citer, mais le caractère primordial a été son extrême flexibilité physique familiale pour s'adapter au changement de lieu de responsabilité de ses activités. C'est-à-dire que je ne connais personne comme Wolfgang qui ait dû, tous les 2 ou 3 ans, changer de lieu d'habitation pour des impératifs de responsabilité entre sa société mère, qui a été au départ VFW, donc qui est devenue Dutch Airbus, etc., et Airbus. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Alors voilà, je vais vous le décrire. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur des commandes de vol sur le VFW 614. Ce n'est pas celui-là, ce sera un autre qui va venir avec les moteurs qui sont sur la voilure. Et également sur le VAC 191, qui est, alors voilà le VFW 614, et le précédent, c'était le VAC 191. Très rapidement, comme il a été reconnu par ses capacités d'intégration, il est devenu membre de l'équipe d'ingénieurs en chef du VFW 614 pour assurer la coordination de l'ensemble des systèmes. En 1977, il devient, et là c'est le premier point d'entrée, il devient membre de l'équipe intégrée franco-allemande pour la 310. Et il est chargé de la coordination des commandes de vol des voilures.
Entre 78 et 81, il y a eu, comme vous le savez, un petit couac de partage de responsabilités pour les voilures Airbus. Et donc, il y a eu une équipe formée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, il a travaillé pour assurer un certain partage de responsabilités, sachant que, en fin de compte, l'Allemagne a pris la responsabilité des systèmes. En 82, il devient leader de l'équipe de Dutch Airbus, donc de Brême, pour assurer la mise au point de l'A310 à Toulouse. Donc là, vous voyez donc Toulouse. En 83, il devient membre de l'équipe de l'ingénieur en chef de l'A320, responsable des systèmes, la navette, donc entre Toulouse et Hambourg et Brême. En 86, il devient leader de l'équipe de Dutch Airbus Brême pour les A320 à Toulouse. Donc là, on lui demande de rester permanent à Toulouse. En 90, il devient membre de l'équipe de l'ingénieur en chef allemand A330-A340, détaché à Toulouse. Et là, je vous assure qu'il devait faire la navette au moins une fois par semaine pour reprendre les instructions du côté de Hambourg et revenir sur Toulouse. En 93, il prend le poste finalement d'ingénieur en chef pour le programme A330, A340. Et là, évidemment, son centre de gravité, c'est le lieu de responsabilité allemand, c'est Hambourg. En 95, il devient à ce moment-là ingénieur en chef pour Airbus Industries, pour le large aircraft, le futur large aircraft, le FAL, qui allait devenir l'A400M. Et là, nouveau séjour à Toulouse. Finalement, sa situation va se stabiliser. En 97, il est nommé vice-président ingénieur en chef pour la famille A320. De 2004 à 2008, il devient chef du département Product Intégrité, et où en particulier il est en charge d'assurer la navigabilité de tous les avions de la famille Airbus, depuis la certification jusqu'à l'établissement des règlements, la certification et les suivis de navigabilité des avions en service. De 2009 en 2011, juste avant le départ en retraite, il redevient ingénieur en chef de la famille A320, pour lequel il y avait donc un fabuleux développement à assurer, qui était la mise en place des nouvelles motorisations, des nouvelles définitions de l'A320 Neo, qui connaît le succès fabuleux que l'on voit aujourd'hui. En 2012, il prend sa retraite et actuellement, il est consultant pour l'ENAC comme professeur invité en support du programme de coopération entre l'Union européenne et la Chine. Alors, je voudrais faire un résumé, pour aller vite. Wolfgang a consacré toute sa carrière de plus de 40 ans au développement des avions, pour une moitié du temps, mais ce n'est pas continu, entre l'Allemagne et la France. Donc, il a énormément aidé aux échanges entre nos deux pays. Il a contribué à divers titres au développement de la plupart des avions Airbus, depuis l'A310 jusqu'à l'A350. Il fut également pendant 5 ans le directeur de navigabilité des avions Airbus. Et là, je voudrais faire une parenthèse qui sera un petit clin d'œil, puisqu'il travaillait à ce moment-là avec moi. Nous travaillions de concert avec l'AESA, qui était à ce moment-là dirigée par son premier directeur général, Patrick Goudou, ici présent, et nous avons pu mettre en place, à l'intérieur d'Airbus, une entité de navigabilité capable, dotée de l'indépendance de jugement sur la navigabilité à laquelle je tenais particulièrement. J'avais donné des instructions d'indépendance claires sur les jugements de navigabilité que pouvaient faire les responsables de navigabilité, et ma porte étant tout le temps ouverte, ce qui nous a permis d'obtenir un des premiers DOA de l'AESA. Je crois qu'on a été le premier ou le second en équivalence avec Dassault Aviation.
et pour les divers développements. Pour ce faire, Wolfgang a su développer un réseau dense de contacts, à la fois dans les pays européens et dans les principaux pays liés à la construction aéronautique du reste du monde. Wolfgang est un ingénieur apprécié, non seulement chez Airbus, mais dans le milieu industriel correspondant, chez les autorités de navigabilité, et en témoigne l'accueil chaleureux que nous avons reçu lorsque nous avons fait une séance à Cologne au printemps dernier. Je suis donc très heureux d'accueillir Wolfgang, qui finalement s'est stabilisé en s'intégrant dans la région toulousaine. Il habite l'Union. Et puis, donc, je lui souhaite de bien travailler avec la CAC en lui demandant simplement parfois d'arriver à l'heure lorsqu'il revient de sa résidence secondaire située en Dordogne. I will not use that too much because I will be very short. As an engineer who is educated to do data sheets and read Excel files and look to drawings and make analysis out of it, and it is very difficult to speak after the moving speech of Lionel and Olivier. And therefore I will make it very short. Thank you very much for having elected myself as a member of the Academy. To speak here in that famous salle is very emotional for me for that reason, to be a member for the Academy. There's also a second reason. It is not the first time that I'm speaking here. Nearly 30 years ago, I was allowed to speak here in that salle, but only one word. The word was "we," because it was my marriage. And it was a success story, this "we" that time, and I will continue that success story with being a member of the Academy. I would like to contribute actively to the commission, which I attend already for the last 2 years, the Civil Aviation Commission, with my experience of having seen nearly 50 years of aircraft development, and I will use that experience to contribute to the activities of the Civil Aviation Commission. Also, I made a lot of experience in, I worked all my life in Airbus, and Airbus has evolved to a true European and international company. And I have accompanied that development. And you can imagine that a lot of my time I was involved to make sure that people from different cultures, from different nations work together and understand each other. And I made a lot of experience in international cooperation. The Academy has made an evolution as well. Since a decade approximately, you are opening the Academy towards Europe and towards international. And with my experience on international cooperation, I would like to contribute to that. And last, nearly any issue which we got in the aviation world is linked to airworthiness and safety. That is one of the important subjects. In that field, I was able to gain quite a number of experience. I learned about rules and regulations, and I learned about functioning of airworthiness authorities in Europe and in the world. And I would like to bring that to the Academy. Finally, I commit to actively participate and support the Academy's activities in the future. Thank you. Nous avons quelques petits problèmes d'horaire, comme vous pouvez le constater.
Je voulais demander maintenant à Paul Weissenberg, qui doit avoir un avion, s'il veut passer maintenant, et d'appeler Paul et son parrain. Paul Weissenberg est citoyen allemand, mais je dirais qu'il se sent surtout citoyen de l'Europe. Né à Hamm, Westphalie, en 1947, Paul Weissenberg a fait des études de droit aux universités de Würzburg et de Freiburg, suivies par des études postdoctorales en droit européen à Genève. Il est donc titulaire d'un doctorat en droit européen de l'Université de Genève. Paul Weissenberg a commencé sa carrière à la Commission européenne en 1989 comme membre du cabinet de Martin Bangmann, qui était à l'époque vice-président de la Commission et commissaire en charge de la politique industrielle. En 1996, Paul fut promu chef de cabinet de Martin Bangmann. De 2000 à 2005, Paul Weissenberg est directeur de la direction marché unique européen de la DG Entreprises et Industrie comme elle s'appelait à l'époque, au sein de la Commission européenne, responsable entre autres de la réglementation relative au secteur de l'automobile et de l'industrie pharmaceutique. À ce titre, il était membre du conseil d'administration de l'Agence européenne du médicament, EMEA. De 2005 à 2010, Paul Weissenberg dirigeait la direction Industrie et Aérospatiale, GMES, Industrie de sécurité et de défense, au sein de cette direction générale. Il fut désigné coordinateur au sein de la DG Entreprises et Industrie pour les questions aérospatiales, GMES de sécurité et de défense. Et enfin, en 2011, Paul Weissenberg fut promu directeur général adjoint de cette même direction générale Entreprises et Industrie, responsable des programmes spatiaux Galileo et Copernicus et du secteur des industries de sécurité et de défense. Son mandat fut d'ailleurs prolongé de 2 ans à la demande du vice-président de la Commission. Ensuite, de 2014 à 2015, Paul était haut conseiller de la Commission européenne et en plus, depuis 2014, il est conseiller spécial du directeur exécutif de l'Agence européenne Galileo, GSA, qui est basée à Prague. De décembre 2014 à décembre 2017, Paul Weissenberg a aussi été conseiller spécial du président du KfW Bankengruppe Frankfurt, qui est la Banque nationale allemande de développement. Depuis 2016, Paul Weissenberg était correspondant de l'Académie, rattaché à la section 4. Je dois dire qu'en tant que président de la Commission Défense, j'ai eu le plaisir ces dernières années de bénéficier de la participation de Paul de manière très très active aux travaux de la Commission Défense. Sa très bonne connaissance des arcanes de l'Union européenne est extrêmement précieuse. Paul, bienvenue au sein de l'Académie. Merci beaucoup Gérard, Madame la Présidente, chers amis. Je vous promets d'être court, vous méritez la pause. De l'autre côté, j'avais préparé un discours de 15 minutes pour vous remercier, parce que le problème est si vous avez un nom qui commence avec un W, vous êtes toujours pénalisé pour le reste de votre vie. Vous connaissez ça de votre école. Donc bref, je vous promets d'être très court. Donc Gérard était gentil, il vous a raconté un peu ma vie. Donc Jacques Delors nous a appris à Bruxelles une notion qui est en train de disparaître. Cette notion s'appelle intérêt communautaire. Intérêt communautaire. Il nous a raconté ça 5 jours par semaine. Et moi, j'ai passé 30 ans dans les institutions européennes et je regrette un peu que cette notion n'est plus tellement à l'ordre du jour pour l'instant. Donc, 30 ans dans les institutions de l'Union européenne, j'aimerais bien les mettre à la disposition
de cette académie prestigieuse. C'est avec gratitude que j'ai accepté de devenir membre chez vous, avec gratitude et plaisir, Madame la Présidente, parce qu'il y a des cultures en Europe qui pensent que le plaisir et le travail, ça s'exclut. Moi, je ne suis pas de cet avis. J'ai toujours eu le plaisir de travailler et je continue de travailler à l'Académie avec plaisir. Donc, je mets à votre disposition mon expérience, mon engagement, ma capacité certes limitée, en ajoutant un peu la couche européenne à vos travaux respectifs. Je vous remercie. Bien, j'appelle maintenant Gérard Laruelle et son parrain, encore un parrain cumulard. Ah ben, oui, je sais, il m'a prévenu. Nous accueillons aujourd'hui Gérard Laruelle en tant que membre de l'Académie. Il fait partie de la dernière promotion parisienne de Supaéro, c'est-à-dire la promotion 1970. Il intègre cette prestigieuse école en 1967 en tant qu'avant-dernier sur la liste des admis, mais en ressort major en 1970. Il rejoint la direction de l'aérodynamique de l'ENRA sur la proposition de son professeur, M. Pierre Carrière, qui en était le directeur. Il débutera par son service militaire et y restera ensuite 20 ans. Sa principale activité à l'époque porte d'abord sur les prises d'air ou entrées d'air, dont la conception de celle du missile ASMP. C'est 2 fois que je cite l'ASMP ce soir. Donc le missile air-sol moyenne portée, qui lui vaut le prix Sciences et Défense en 1986 par Roger Marguet et Philippe Cazin notamment. Il enseigne toujours ce sujet à EuroSAE et travaille depuis 1 an avec un jeune ingénieur de l'ENERA afin que ce dernier assure la continuité de cet enseignement en France. Par la suite, il s'intéresse à de multiples autres sujets: avions de combat à grande incidence, lanceurs Ariane, dirigeables, pilotage en force pour le missile Aster et moyens d'essai pour la propulsion avec Paul Kunzmann. Il s'occupe de l'hypersonique français avec le programme PREFA de superstatoréacteurs à la demande du ministre de la Recherche, M. Curien. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour lui que ce dernier lui remette les palmes académiques en 2006. Ce dernier sujet va conduire Aérospatiale à embaucher Gérard en 1991 pour rejoindre les Mureaux. Il évolue ensuite vers la direction de la recherche d'Astrium et celle de la Space School de ADS. Toute son expérience ainsi acquise sur la gestion de la recherche en milieu industriel est maintenant enseignée à l'École centrale de Lyon, à l'ISAE, à l'ENSMA et à l'Université d'Évry. Il termine sa carrière professionnelle par la création du pôle de compétitivité francilien pour l'aéronautique, Aztec Paris Région, qu'il dirige pendant 5 ans. En retraite depuis 2013, Gérard est toujours aussi occupé par de multiples activités pour promouvoir le secteur aérospatial auprès des jeunes. Il est bénévole dans diverses associations, dont la 3AF, Ingénieurs et Scientifiques de France, Amicale de Supaéro et bien sûr de l'Académie. Pour tirer son fil rouge, motivation et formation des jeunes. C'est pour lui sa contribution à la France qui lui a payé ses études pour le mener à Supaéro. Il est dépositaire de 5 brevets et récipiendaire de diverses décorations, dont une russe et 2 américaines. Membre correspondant de l'Académie depuis 2016, il participe déjà aux entretiens de Toulouse comme responsable de domaine innovation et compétitivité,
et relecteur modérateur, ainsi qu'au groupe de travail de la formation professionnelle mené au sein de la commission éducation-formation. Président du comité jeune de la 3AF, créateur et animateur du concours Le Bonheur est dans l'usine et animateur de l'action Talent des jeunes et concepteur et animateur des souffleries éducatives, nous comptons sur lui pour apporter des idées innovantes orientées vers les jeunes et l'enseignement. Merci Jean-Claude. Madame la Présidente, chère Anne-Marie, bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi de rejoindre maintenant, en tant que membre titulaire, cette communauté particulièrement remarquable qu'est l'Académie de l'air et de l'espace. Je tiens à remercier tous mes confrères pour leur accueil et plus particulièrement Jean-Claude Ironde, mon parrain qui a œuvré avec talent pour m'en ouvrir les portes. Grand merci Jean-Claude. Les 3 années pendant lesquelles j'ai été correspondant m'ont permis de connaître beaucoup de confrères et les ressources de que l'Académie m'offrait. J'apprécie particulièrement mon entrée dans cette grande famille. Mes compétences techniques en aérodynamique, propulsion et prise d'air, notamment apprises avec Roger Marguet et Philippe Cazin, sont à la disposition de l'Académie, mais guère utilisées actuellement. Cependant, pour la dernière conférence francilienne de l'Académie au Palais de la Découverte, notre confrère Gérard Théron nous parlera des avions supersoniques et je compléterai avec un bilan des 30 années d'expérience sur les entrées d'air. À la demande de Jacques Bout, j'ai commencé à participer à des actions de l'Académie pour la formation, même avant d'être correspondant. Je continue maintenant avec Louis-Alain Roche de la Commission éducation-formation pour promouvoir l'aéronautique aux jeunes compagnons et techniciens. Mon parrain, Jean-Claude Ironde, m'a ensuite sollicité pour être co-responsable du domaine innovation et compétitivité des entretiens de Toulouse. Avec ma consoeur Valérie Archambault, je continue cette action. Dès mon élection comme correspondant, Jean-Pierre Marek m'a demandé de prendre son relais pour l'organisation des conférences de l'Académie en Île-de-France. Avec le support de Philippe Cazin et Jacques Durand, ces conférences se poursuivent et attirent régulièrement plus de personnes et donc beaucoup de jeunes. J'ai voulu consacrer ma retraite, comme l'a dit Jean-Claude, à la formation et à la promotion du secteur aérospatial vers les jeunes. L'Académie est pour moi un cadre extraordinaire pour satisfaire mes souhaits. Je ferai donc de mon mieux pour assurer la qualité de mes missions et je vous confirme que c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir.